J'ai reçu ce témoignage il y a quelques jours de la part d'Alejandra, une abonnée d'Argentine. Ce qu'elle m'a raconté m'a laissé sans voix et j'ai senti que je devais le partager avec vous. Si jamais vous avez vécu quelque chose qui défie toute logique, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. On ne sait jamais qui d'autre aurait pu vivre quelque chose de similaire. Alejandra travaillait comme infirmière dans un hôpital psychiatrique abandonné qui est devenu un dossier médical. Ce qu'elle a découvert dans les sous-sols de cet endroit la hante jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous appréciez ce genre de récit. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Maintenant, voici l'expérience d'Alejandra. Je m'appelle Alejandra et j'ai 32 ans. Je suis infirmière. Ou du moins je l'étais jusqu'à il y a 8 mois. Maintenant, je travaille dans une pharmacie, un endroit calme où la chose la plus perturbante qui peut arriver est qu'un médicament soit épuisé. Mais avant, je travaillais à l'hôpital provincial San Rafael, un ancien bâtiment en périphérie de Buenos Aires, qui a été un hôpital psychiatrique pendant des décennies et qui a ensuite été transformé en dépôt de dossiers médicaux. Le bâtiment principal fonctionnait encore comme hôpital général, mais il y avait une section ancienne, l'originale, datant de 1920. Cette partie était fermée au public. 3 étages de couloirs sans fin, des chambres vides avec des barreaux aux fenêtres, et un sous-sol où étaient conservés des décennies de dossiers médicaux et de documents. Mon travail consistait à organiser et à numériser ces fichiers. C'était un travail solitaire. On me donnait les clés, une lampe de poche puissante parce que l'électricité dans cette section était irrégulière, et on me laissait seul pendant mon service de 6 heures du soir à 2 heures du matin. On payait bien, très bien, pour ce qui était essentiellement de trier des vieux papiers. J'aurais dû me demander pourquoi. Le premier mois a été tranquille. Le sous-sol était grand, divisé en plusieurs salles reliées par des couloirs étroits. Les murs étaient en briques, humides, couverts de moisissures par endroits. Il y avait des étagères métalliques du sol au plafond, remplies de cartons, chacun étiqueté avec des années et des numéros de patients. L'air sentait le vieux papier, l'humidité et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose légèrement sucré, comme des fleurs fanées. Je travaillais avec des écouteurs, écoutant de la musique pour ne pas me sentir si seul. La routine était simple. Je prenais une boîte, je vérifiais les documents, je les scannais avec un scanner portable, et je les remettais à leur place. Chaque nuit, j'avançais un peu plus, m'enfonçant dans des sections de plus en plus profondes du sous-sol. C'est au cours de la 4e semaine que j'ai trouvé la porte. J'étais dans la dernière salle du sous-sol, ou ce que je croyais être la dernière. Elle était plus petite que les autres, avec seulement 3 étagères. Mais en déplaçant l'une d'elles pour atteindre une boîte qui était tombée derrière, j'ai vu qu'il y avait une porte dans le mur. Elle était peinte de la même couleur grise que la brique, camouflée. Si je n'avais pas déplacé l'étagère, je ne l'aurais jamais remarqué. La porte n'avait pas de poignée, juste un verrou rouillé. Il n'y avait pas de serrure. J'ai poussé et elle s'est ouverte avec un grincement qui a résonné dans tout le sous-sol. Derrière, il y avait des escaliers. Ils descendaient. Je suis resté debout sur le seuil, pointant ma lampe de poche vers le bas. Les marches étaient en pierre, usées au centre par des années d'utilisation. Les murs étaient en briques nues, sans peinture. Il n'y avait pas d'électricité, juste une obscurité absolue. J'aurais dû fermer cette porte et l'oublier. Mais la curiosité a pris le dessus. De plus, j'ai pensé, peut-être qu'il y avait plus de dossiers en bas. C'était mon travail après tout. Je suis descendu. Les escaliers étaient raides, et il y en avait exactement 23. Je les ai comptés en descendant. Au bout se trouvait un autre couloir, plus étroit que ceux d'en haut. Le plafond était bas, au point que j'ai dû incliner légèrement la tête. L'air était plus frais ici, et cette odeur sucrée de fleurs pourries était plus intense. Il y avait 3 portes le long du couloir. Toutes en métal, toutes fermées. J'ai essayé la première. Elle était verrouillée. La deuxième aussi. Mais la 3e s'est ouverte. C'était une petite pièce, peut-être de 3 mètres sur 3. Les murs étaient rembourrés avec un matériau qui avait autrefois été blanc mais qui était maintenant jaunâtre et taché. Il y avait des sangles suspendues à un lit de métal au centre. Une cellule d'isolement, ai-je compris. Celle qu'on utilisait dans les anciens hôpitaux psychiatriques pour les patients violents. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était ce qu'il y avait sur les murs. Écriture. Des centaines, peut-être des milliers de mots gravés dans le rembourrage. Pas écrits à l'encre, mais taillés avec quelque chose de tranchant. Les lettres étaient petites, serrées, couvrant chaque centimètre disponible.
Je me suis approché pour lire. Ce étaient des noms. Noms et dates. Maria Elena Ruiz, 1945. Jorge Alberto Sanz, 1952. Lucia Dominguez, 1967. Il y en avait des dizaines. Tous avec des noms et des années. Certains avec un symbole étrange à côté. Une sorte de croix inversée avec un cercle au milieu. Je sentis un frisson me parcourir. Ce n'était mais pas de simples graffitis de patients. Il y avait quelque chose de méthodique dans la disposition, quelque chose de rituel. Je sortis mon téléphone pour prendre des photos. Je voulais le documenter, peut-être enquêter sur ces noms plus tard. Mais quand je levai le téléphone, la batterie était morte. Elle était complètement chargée quand je suis descendu. Étrange, murmurai-je. Je décidai de revenir le lendemain avec un appareil photo. Je sortis de la pièce et me dirigeai vers les escaliers. Mais quand j'arrivai, je réalisai quelque chose qui me glaça le sang. La porte du haut était fermée. Je montais en courant les marches et poussais. Elle ne bougea pas. Je poussais plus fort. Rien. Elle était fermée de l'extérieur. « Bonjour » criai-je. « Y a-t-il quelqu'un là ?» Silence. Je frappai la porte avec mes poings. « S'il vous plaît, je suis enfermé. » Rien. Je sortis mon téléphone pour appeler, mais je me rappelai qu'il était mort. Je jurai à voix basse. Je respirais profondément, essayant de me calmer. Quelqu'un viendrait éventuellement. Le garde de sécurité faisait des rondes. Ou peut-être que la porte s'était simplement fermée avec le vent et que je pourrais l'ouvrir avec plus de force. Je redescendis dans le couloir. Je vérifiai les deux autres portes fermées, cherchant une autre sortie. Rien. J'étais piégé. Je retournai dans la pièce avec les écritures sur le mur. Au moins, il y avait un lit de camp où m'asseoir. J'éteignis la lampe de poche pour économiser la batterie et je m'assis dans l'obscurité, attendant. C'est alors que j'entendis la voix. « Aide-moi » C'était un murmure, doux, presque inaudible, féminin. J'ai allumé la lampe de poche d'un coup, éclairant toute la pièce. Elle était vide. « Bonjour » dis-je, ma voix tremblant légèrement. « Aide-moi s'il te plaît. » La voix venait des murs, ou de derrière eux. Je me suis levé du lit de camp, m'approchant de l'endroit où j'avais entendu le murmure. J'ai mis mon oreille contre le rembourrage. Je pouvais entendre quelque chose. Une respiration. Lente, lourde. « Qui es-tu » demandai-je. « Je suis piégé, comme toi. »« Où es-tu ?»« Ici, toujours ici. » Le rembourrage sous ma main avait une sensation étrange, chaud, comme s'il y avait quelque chose de vivant derrière. Je reculai brusquement. « Que es-tu » murmurai-je. Des rires. Plusieurs voix riant en même temps, toutes différentes. Des hommes, des femmes, des enfants, toutes provenant des murs. Je courus vers la porte, sortis dans le couloir. Les rires me suivirent, résonnant dans l'espace étroit. Je remontai les escaliers à nouveau, frappant la porte avec désespoir. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Les rires cessèrent abruptement. Le silence qui suivit était pire. Alors j'entendis des pas, lents, traînants. Ils venèrent du couloir en bas. J'ai pointé la lampe de poche vers les escaliers. Il n'y avait rien. Mais les pas continuaient, de plus en plus proches. Je frappais la porte plus fort, en criant. Ma voix se brisait. Je pouvais sentir la panique m'envahir. Les pas arrivèrent au pied des escaliers. Ils s'arrêtèrent. Je regardais en bas, retenant ma respiration. Il y avait une silhouette là. Il était difficile de la voir clairement. La lampe de poche semblait ne pas l'éclairer correctement, comme si la lumière se pliait autour d'elle. Mais je pouvais distinguer une forme humaine, grande, mince, complètement immobile. « Tu ne devrais pas être ici », dit-elle. La voix était profonde, résonnante, antinaturelle. « Je suis désolé », réussis-je à dire. « Je veux juste partir. » Personne ne part. Les noms sur le mur, tous ont essayé de partir. La silhouette commença à monter les escaliers. Un pas, deux pas, lentement, délibérément. Je pressai mon dos contre la porte, cherchant frénétiquement un moyen de l'ouvrir. Mes doigts trouvèrent le verrou. Je tirai dessus et la porte s'ouvrit si soudainement que je tombai en arrière. Je roulai, me relevai et courus. Je ne regardais pas en arrière. Je traversai la salle du sous-sol, montai les escaliers principaux, traversai les couloirs de l'hôpital abandonné jusqu'à la sortie. Le garde de sécurité m'a trouvé dans le parking, tremblante, en pleurs. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il alarmé. Je ne pouvais pas lui expliquer. Pas à ce moment-là.
Je lui ai juste dit que j'avais eu peur, que j'avais vu quelque chose. Il a supposé que c'était un rat ou quelque chose comme ça. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai appelé en disant que j'étais malade. Et le lendemain encore. Une semaine plus tard, j'ai démissionné, mais je ne pouvais pas en rester là. J'avais besoin de savoir ce qu'était cet endroit, ce que signifiaient ces noms. Je suis allé à la bibliothèque municipale et j'ai cherché dans les archives historiques sur l'hôpital San Rafael. J'ai trouvé des articles de vieux journaux, des documents, des témoignages. L'hôpital avait été un hôpital psychiatrique de 1920 à 1985. Pendant ces années, il y a eu de nombreuses dénonciations de maltraitance, d'expérimentations non autorisées, de morts suspectes. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est un article de 1976, découverte d'un culte satanique à l'hôpital psychiatrique San Rafael. L'article détaillait comment un groupe d'employés de l'hôpital, dirigé par un médecin nommé Dr Ernesto Villar, avait effectué des rituels dans le sous-sol du bâtiment. Ils utilisèrent des patients comme sacrifices lors de cérémonies qui ouvraient, prétendument, des portes vers d'autres dimensions. Lorsque les autorités sont intervenues, elles ont découvert le sous-sol secret, les 3 chambres, les noms gravés sur les murs. 17 personnes ont été arrêtées. Le docteur Villar s'est suicidé dans sa cellule avant le procès. Les autres ont été condamnés, mais la plupart sont mortes en prison dans des circonstances étranges. L'hôpital a fermé la section psychiatrique après le scandale et a scellé le sous-sol. Prétendument. Mais j'y étais. J'avais vu ces noms. J'avais entendu ces voix. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, le stress, la fatigue. Mais 2 semaines plus tard, j'ai reçu un colis dans mon appartement. À l'intérieur, il y avait une photo. Vieille, en noir et blanc, usée. Elle montrait l'intérieur de l'une de ces chambres du sous-sol. Et sur le mur, clairement visible, se trouvait mon nom. Alejandra Torres, 2024. Gravé dans le rembourrage, avec le même symbole à côté. Mais c'était impossible. J'avais vu ces inscriptions et mon nom n'y était pas. Je l'aurais remarqué. Ou pas. Il n'y avait pas d'expéditeur sur le colis. Juste mon adresse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ni la suivante. J'ai commencé à entendre des chuchotements dans mon appartement. Des voix venant des murs. Des rires au milieu de la nuit. J'ai déménagé ailleurs. Les chuchotements ont continué. Je suis allé voir un prêtre. Il m'a écouté avec patience et m'a donné un rosaire. Il m'a dit de prier. Je l'ai fait, mais les voix ne se sont pas arrêtées. Je suis allé voir un guérisseur. Il m'a fait un nettoyage avec des herbes et de la fumée. Il a dit qu'il y avait quelque chose collé à moi, quelque chose qui m'avait suivi. Il m'a donné des amulettes, m'a appris des prières. Les voix ont diminué, mais n'ont pas disparu. Des mois ont passé. J'ai appris à vivre avec ça, avec les murmures, avec la sensation que quelque chose m'observait. J'ai changé de carrière, j'ai quitté le nursing. Je ne pouvais pas retourner travailler dans un hôpital, dans aucun hôpital. Mais il y a 2 mois, quelque chose a changé. J'ai commencé à avoir des rêves. Dans ceux-ci, j'étais de retour dans ce sous-sol, dans la pièce avec les inscriptions. Et il y avait une porte que je n'avais jamais vue auparavant. Une 4e porte au bout du couloir. Dans le rêve, j'ouvrais cette porte. Et de l'autre côté, il y avait, je ne peux pas le décrire avec des mots, c'était comme regarder à l'intérieur de quelque chose de vivant mais aussi de mort, quelque chose qui existait dans trop de dimensions à la fois. Et ça me regardait en retour. Ça me connaissait. Tu as signé le contrat en entrant, disait cette chose. Ton nom sur le mur est ta signature. Tu fais maintenant partie de ça. Je me réveillais en criant. Le rêve se répétait chaque nuit pendant des semaines. Toujours le même. La chambre, la porte, la chose de l'autre côté, jusqu'à ce qu'une nuit, je ne me réveille pas en criant. Je me suis réveillé tranquille, et j'avais quelque chose dans la main. C'était une clé, vieille, rouillée, avec une étiquette qui disait « Sous-sol, salle 4 ». Je l'avais rapportée du rêve. C'était il y a 3 semaines. La clé est maintenant dans une boîte en métal dans mon placard. Je n'ose pas la jeter. Quelque chose me dit que si je le fais, ce sera pire. Les rêves continuent. Chaque nuit, cette chose m'appelle. Elle me dit de revenir, de compléter ce que j'ai commencé. La porte t'attend, murmure. Elle a toujours été en train de t'attendre. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envisagé de retourner à l'hôpital, de trouver cette 4e porte, d'utiliser la clé. Peut-être que cela arrêtera les rêves.
Ou peut-être que c'est exactement ce qu'il veut que je fasse. J'ai enquêté davantage sur le docteur Villard. J'ai trouvé sa thèse de doctorat, archivée à l'université. Elle parlait des seuils psychiques et des ancres dimensionnelles. Il théorisait que certains espaces, sous certaines conditions, pouvaient devenir des points de contact avec d'autres réalités. Les rituels qu'il réalisait n'étaient pas de l'adoration, c'étaient des expériences. Il tentait d'ouvrir une porte permanente, et il utilisait les patients comme encre. Leurs esprits étaient déjà fracturés, disait-il, ce qui les rendait parfaits pour soutenir le seuil. Les noms sur le mur n'étaient pas des victimes, ils étaient des encres, attachés à cet endroit pour toujours. Et maintenant, j'en étais une de plus. Il y a une semaine, je suis retourné à la bibliothèque. J'ai cherché ce qui était arrivé aux autres personnes arrêtées avec Villard. La plupart sont mortes en prison, comme je l'ai dit. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. L'une d'elles, une infirmière nommée Béatrice Soria, est toujours en vie. 92 ans, dans une maison de retraite à la périphérie de la ville. Je suis allé lui rendre visite hier. Béatrice est une femme minuscule, avec des cheveux complètement blancs et des mains tremblantes. Quand je lui ai dit qui j'étais et pourquoi j'étais là, ses yeux se sont remplis de larmes. Je pensais que personne d'autre ne tomberait, murmura-t-elle. Ils ont scellé le sous-sol. Ils ont dit que c'était fermé pour toujours. Que faisait exactement le docteur Villard, lui ai-je demandé. Il a ouvert quelque chose qui ne devait pas être ouvert. Une fissure, c'est comme ça qu'il l'appelait, une fissure dans le tissu de la réalité. Et il l'a maintenue ouverte en utilisant les esprits des patients, leurs âmes, si tu crois à ces choses. Et les noms sur le mur? Ce sont des contrats. Quand quelqu'un entre dans cet endroit volontairement, quand il touche les murs, quand il lit les noms, il devient partie du rituel. Son nom est ajouté. Il devient une autre encre. Y a-t-il un moyen de le briser? Béatrice me regarda avec tristesse. S'il y en a un, Villard l'a emporté dans sa tombe. Il était le seul à comprendre vraiment ce qu'il avait fait. Nous suivions juste des ordres. Nous étions ses assistants. Quand nous avons été arrêtés, j'ai essayé d'expliquer. Mais personne ne m'a cru. Ils ont pensé que nous étions fous. Pourquoi cela ne t'a-t-il pas affecté? Demandai-je. Pourquoi seulement moi? Ça m'a affecté. Pendant des années, j'ai entendu les voix. J'ai eu les rêves. Mais finalement, je m'en suis accepté comme faisant partie de cela. J'ai cessé de résister. Et les voix sont devenues une compagnie. Elle me montra son bras. Elle avait des cicatrices. Sculptées dans sa peau, à peine visibles sous les taches de l'âge, il y avait des symboles. Le même symbole que j'avais vu à côté des noms. Je me les suis faites moi-même, dit-elle. Quand j'ai enfin compris que je ne pouvais pas échapper, c'est une marque de soumission. Tu dis à la fissure que tu acceptes ton rôle, et en échange, elle te laisse vivre en paix. Je ne vais pas faire ça, dis-je en me levant. Alors les rêves empireront, la chose de l'autre côté s'impatientera. Et finalement, elle te tirera. J'ai vu que ça arrive. Villard a documenté des cas. Des personnes qui résistaient trop. Elles disparaissaient, pas physiquement. Leur corps restait là, mais leurs esprits étaient ailleurs. Je suis sorti de l'asile en ressentant plus de peur que jamais. Cette nuit-là, le rêve était différent. J'étais dans la chambre, devant la 4e porte. Mais cette fois, la porte était ouverte. Et je pouvais voir de l'autre côté. C'était un espace impossible, un endroit qui ne devrait pas exister. Il y avait d'autres personnes là, ou ce qu'il en restait. Des figures spectrales piégées dans un limbe entre exister et ne pas exister. Toutes me regardaient, toutes étendaient leurs mains vers moi. « Rejoins-nous », murmurait-elle. « C'est plus facile que de résister. » Et la chose, cette présence massive et incompréhensible, était là aussi, plus près que jamais. « Utilise la clé », dit-elle. « Franchis le seuil. Accepte ta place. » Je me suis réveillé avec la clé dans ma main. Cette fois, elle était chaude, presque brûlante. Je l'ai laissée tomber et j'ai vu qu'elle avait laissé une marque sur ma paume. Le symbole. C'était hier soir. Aujourd'hui, alors que j'écris cela, je peux sentir la clé dans le placard. Elle appelle. Elle tire de moi. Les murmures sont constants maintenant. Je n'ai même plus besoin d'être endormi pour les entendre. Je sais que tôt ou tard, je devrais prendre une décision. Aller à l'hôpital, descendre au sous-sol, ouvrir la 4e porte, ou résister jusqu'à ce que... Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je perde la raison? Jusqu'à ce qu'on me traîne de toute façon? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse.
Je sais juste qu'au sous-sol, à cet endroit oublié sous un hôpital abandonné, il y a quelque chose qui attend. Et cela a attiré mon attention. Les noms sur le mur ne sont pas des avertissements. Ce sont des invitations. Et mon nom est déjà écrit. Jusqu'ici le témoignage d'Alejandra. Elle m'a écrit cela il y a 5 jours, et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. J'ai essayé de la contacter, mais elle ne répond pas. J'espère qu'elle va bien, où qu'elle soit. Si jamais tu te trouves dans un endroit qui semble t'appeler, avec des portes qui ne devraient pas être là, réfléchis-y à 2 fois avant de les franchir. Certaines curiosités ont un prix que nous n'imaginons jamais devoir payer. Si cette histoire t'a marqué, fais-le moi savoir dans les commentaires ce que tu ferais à sa place. Et si tu as une expérience similaire à partager, j'aimerais beaucoup l'entendre. Prends bien soin de toi, là dehors. On se retrouve dans la prochaine histoire. Cette expérience m'a été partagée par Roberto, un suiveur qui travaille comme gardien de nuit dans un immeuble de bureau à Mexico. Si tu travailles aussi de nuit et que tu as ressenti que tu n'étais pas seul dans un endroit qui devrait être vide, j'aimerais que tu partages ton histoire dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être racontées. Ce que Roberto a vécu a commencé comme un travail de sécurité routinier, mais s'est transformé en quelque chose qui l'a amené à remettre en question la nature même de la réalité. Nous avons parlé de miroirs qui reflètent des choses qui ne devraient pas être là, d'un étage qui n'existe officiellement pas, et de quelque chose qui a été invoqué il y a des années et qui n'est jamais parti. Prépare-toi, car cette histoire va te mettre mal à l'aise. J'ai obtenu le poste de veilleur de nuit dans le bâtiment Montemayor il y a 3 ans. C'était un bâtiment de bureau de 12 étages en plein réformat, un de ces endroits impeccables, avec un hall en marbre et des bureaux de luxe. Le salaire était bon et le travail semblait simple. Faire des rondes chaque heure, surveiller les caméras, m'assurer que tout était en ordre. Car de 11 heures du soir à 7 heures du matin, 5 jours par semaine. Mon superviseur, Don Hector, y travaillait depuis 15 ans. Lors de mon premier jour, il m'a fait faire le tour, me montrant les itinéraires des rondes, où se trouvaient les extincteurs, les sorties de secours, tout le protocole standard. Mais il y avait quelque chose qui me semblait étrange. Nous étions dans l'ascenseur et j'ai remarqué que les boutons allaient du 1er au 11e étage, puis sautaient au 13e. Il n'y avait pas de bouton pour le 12e étage. Pourquoi n'y a-t-il pas de 12e étage? Ai-je demandé. Don Hector se mit tendu. C'est un espace technique. Équipement de maintenance, système de climatisation. Ce n'est pas accessible au personnel de sécurité. N'essaie jamais d'entrer là-dedans. Pas même pour les rondes. Surtout pas pour les rondes. S'il y a une urgence à cet étage, tu appelles les pompiers. Tu n'entres pas. Compris? La fermeté dans sa voix m'a laissé clair que ce n'était pas négociable. J'ai hoché la tête, bien que cela me paraisse étrange. Les premières semaines étaient complètement normales. Je faisais mes rondes, vérifiais les portes, surveillais les caméras. Le bâtiment la nuit était silencieux, presque trop. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides, et le seul bruit constant était le bourdonnement de la climatisation. Mais après un mois, j'ai commencé à remarquer des petites choses. Des objets qui bougeaient. Une chaise que je jurais avoir laissée sous le bureau apparaissait au milieu du bureau. Des papiers par terre bien que les fenêtres soient fermées. Des lumières qui s'allumaient toutes seules, dans des étages que je venais de vérifier. Je l'ai mentionné à Don Hector. Il a haussé les épaules. C'est un vieux bâtiment, enfin, pas si vieux, mais il a déjà ses manies. Probablement des systèmes électriques défaillants, des courants d'air. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je m'inquiétais, parce que ce n'était pas seulement ça. Parfois, quand je marchais dans les couloirs, j'avais l'impression que quelqu'un marchait derrière moi. Je me retournais, et il n'y avait personne. Les caméras ne montraient rien d'inhabituel, mais la sensation persistait. Une nuit, vers 3 heures du matin, j'étais dans la salle de surveillance à vérifier les caméras. Nous avons 20 caméras réparties dans tout le bâtiment. Hall, couloir, escalier de secours, parking. Je buvais du café, à moitié endormi, quand quelque chose sur l'un des moniteurs a attiré mon attention. C'était la caméra du couloir du 11e étage. Il y avait une silhouette là-bas. Une personne, complètement immobile, de dos à la caméra. Elle portait des vêtements sombres et avait les cheveux longs. Je me suis immédiatement adressé à moi-même. Il ne devrait y avoir personne dans le bâtiment à cette heure-là, sauf moi.
J'ai vérifié le registre d'accès. Personne n'était entré après que le bâtiment ait fermé à 9 heures du soir. J'ai pris ma lampe de poche et ma radio, et je suis monté au 11e étage. Mon cœur battait vite pendant que l'ascenseur montait. Quand les portes se sont ouvertes, le couloir était complètement vide. J'ai parcouru chaque bureau, chaque recoin. Il n'y avait personne. Je suis retourné à la salle de surveillance et j'ai vérifié l'enregistrement. La silhouette avait été là pendant exactement 2 minutes et 30 secondes. Puis elle a simplement disparu. Elle ne s'est pas déplacée. Elle n'est pas allée dans une autre direction. Une image était là. La suivante ne l'était pas. J'ai appelé Don Hector bien que ce soit sa nuit de congé. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. « Roberto, dit-il après un long silence, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi qu'il arrive, ne va pas au 12e étage. Tu me comprends ? Don Hector, je ne comprends pas ce que cela a à voir avec « promets-le ». D'accord, je le promets. Bien, maintenant écoute. L'immeuble Montemayor a été construit en 1997. Il y a eu des problèmes pendant la construction, des accidents, des morts. Et après son inauguration, des choses se sont passées. Des entreprises qui faisaient faillite après s'être installées ici, des employés qui se suicidaient. C'était si mauvais que pendant des années, l'immeuble est resté à moitié vide. Personne ne voulait y louer. Et que s'est-il passé ? Le propriétaire a engagé quelqu'un, un spécialiste. Ils ont fait quelque chose au 12e étage. Je ne sais pas exactement quoi, mais quoi que ce soit, ça a fonctionné. Les choses mauvaises se sont arrêtées. L'immeuble s'est rempli. Mais une partie de l'accord était que le 12e étage reste scellé. Pour toujours. Ce qui est contenu là-dedans doit rester là-dedans. J'ai ressenti un frisson. Tu es en train de dire qu'il y a quelque chose au 12e étage. Je dis qu'il y a des raisons pour lesquelles ce étage n'apparaît pas sur les plans officiels de l'immeuble. Des raisons pour lesquelles les escaliers de secours sautent du 11e au 13e. Des raisons pour lesquelles toi, moi et tout autre gardien avons strictement interdit d'y aller. J'ai raccroché le téléphone en ayant l'impression que ma perception de ce travail avait complètement changé. Les jours suivants, j'ai essayé d'agir normalement, mais je suis devenu obsédé par le 12e étage. J'ai enquêté sur le bâtiment. J'ai trouvé des articles de presse de la fin des années 90 sur les problèmes mystérieux du bâtiment Montemayor. 3 suicides en 1 an. 5 entreprises qui ont fait faillite en moins de 2 ans après s'y être installées. Des rapports d'employés disant entendre des voix, voir des ombres, se sentir observés. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant. Un article de 1999 sur un nettoyage énergétique effectué dans le bâtiment par un groupe dirigé par une femme nommée Magdalena Cortés, une célèbre nettoyeuse spirituelle de la ville de Mexico. L'article était vague sur les détails, mais mentionnait que le rituel avait été réalisé dans les niveaux supérieurs du bâtiment. J'ai cherché plus d'informations sur Magdalena Cortés et j'ai découvert qu'elle était morte en 2015, mais j'ai trouvé son fils, Ernesto Cortés, qui avait apparemment hérité du commerce familial. Je l'ai contacté par email, lui expliquant que je travaillais dans le bâtiment Montemayor et que j'étais curieux du travail que sa mère y avait fait. À ma surprise, il a répondu rapidement et a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du bâtiment. Ernesto était un homme d'une 40aine d'années, sérieux, avec des yeux fatigués qui avaient trop vu. Ma mère ne parlait jamais beaucoup de ce travail, me dit-il. Mais je sais que c'était l'un des plus difficiles auxquels elle a été confrontée. Ce qu'il y avait dans ce bâtiment, ce n'était pas une présence normale. C'était quelque chose qui avait été invoqué intentionnellement. Invoqué? Par qui? Par l'un des architectes originaux du bâtiment. Apparemment, il était impliqué dans l'occulte. Il voulait mettre certaines protections dans le bâtiment. Mais quelque chose a mal tourné avec le rituel. Au lieu de protection, il a invoqué quelque chose d'obscur. Et cette chose a commencé à se nourrir de l'énergie négative dans le bâtiment. Et ta mère l'a éliminé? Ernesto secoua la tête. On ne peut pas éliminer quelque chose comme ça. On ne peut que le contenir. Elle a créé un sceau, une barrière. Elle a concentré toute cette énergie négative en un seul endroit, le 12e étage. Puis, elle l'a scellé avec des symboles de protection et des barrières spirituelles. Tant que personne ne brise le sceau, la chose reste contenue. Que se passe-t-il si le sceau se brise? Alors tout ce qui a été contenu pendant des années se libérerait d'un coup. Ce serait catastrophique. Je lui ai parlé de la silhouette que j'avais vue dans les caméras. Son expression s'est assombrie. C'est mauvais. Cela signifie qu'il teste les limites du sceau.
cherche des faiblesses. Tu dois faire très attention. Ne t'approche pas du 12e étage. Ne réponds pas si tu entends des voix. Et si tu vois des choses qui n'ont pas de sens, ignore-les. Ne leur accorde pas ton attention car c'est ce qu'ils veulent. Je suis sorti de cette réunion avec plus de peur que je n'en avais en entrant. Cette nuit-là au travail, tout semblait différent. Le bâtiment paraissait plus sombre, plus menaçant. Les sons normaux, le bourdonnement de l'air, le craquement de la structure, sonnaient maintenant de manière sinistre. Pendant ma ronde de 2 heures du matin, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais au 7e étage quand j'ai remarqué que toutes les portes des bureaux étaient ouvertes. Toutes. Je les avais vérifiées 2 heures auparavant et elles étaient verrouillées. J'ai marché lentement dans le couloir. Les bureaux étaient vides, mais dans chacun d'eux, il y avait quelque chose hors de place. Dans un bureau, toutes les chaises étaient empilées au centre. Dans un autre, les tableaux sur les murs étaient retournés. Dans un autre encore, quelqu'un avait écrit sur le tableau blanc « Étage 12 ». Je sentis que l'air devenait plus frais. Je sortis ma radio pour appeler le central, mais elle ne produisit que de la statique. Puis j'entendis l'ascenseur bouger. Je restai paralysé. L'immeuble a 2 ascenseurs. D'où j'étais, je pouvais voir les indicateurs numériques. Les 2 ascenseurs montaient, 8e étage, 9e étage, 10e étage, 11e étage, et ensuite, quelque chose d'impossible. Les chiffres changèrent en 12. Les ascenseurs s'arrêtèrent au 12e étage. Mon esprit rationnel criait que c'était impossible. Il n'y avait pas de bouton pour le 12e étage. Les ascenseurs étaient programmés pour sauter de 11 à 13. Mais là étaient les indicateurs, montrant clairement 12. Après 1 minute qui parut éternelle, les ascenseurs commencèrent à descendre. 11e étage, 10e étage, 9e étage. Ils venaient vers où j'étais. Je courus vers les escaliers de secours. Je descendis aussi vite que je pus, trébuchant sur quelques marches, ma respiration résonnant dans le vide de l'escalier. Je ne m'arrêtai pas avant d'atteindre le hall. Je me suis enfermé dans la salle de surveillance et j'ai vérifié les caméras. Les 2 ascenseurs étaient arrivés au 7e étage. Les portes s'étaient ouvertes. Et de chaque ascenseur était sorti quelque chose. Ce n'était pas une personne. C'était une ombre d'une forme vaguement humaine, mais déformée, comme si elle était faite de fumée noire. Les 2 ombres ont marché dans le couloir du 7e étage, vérifiant les bureaux, comme si elles me cherchaient. Après 15 minutes, elles sont retournées aux ascenseurs et sont montées. De retour au 12e étage. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté dans la salle de surveillance, avec toutes les lumières allumées, regardant les caméras de manière obsessive. À 7 heures du matin, quand mon service s'est terminé et que le garde du jour est arrivé, je suis sorti de là en tremblant. J'ai appelé Ernesto et je lui ai tout raconté. « Tu dois quitter ce travail », m'a-t-il dit immédiatement. Le sceau s'affaiblit, et pour une raison quelconque, cette chose s'est fixée sur toi. En moi? Pourquoi? Peut-être parce que tu es conscient d'elle. Tu lui as prêté attention. Maintenant, elle te voit comme une cible potentielle. Que veut-elle de moi? Elle veut probablement que tu ouvres le sceau, que tu entres au 12e étage. Une fois que tu es là-bas, elle peut t'utiliser comme ancre pour sortir. Je ne vais pas entrer au 12e étage. Bien, mais tu ne peux pas non plus continuer à travailler là-bas. C'est trop dangereux. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais besoin d'argent. De plus, une partie de moi, la partie stupide et curieuse, voulait comprendre davantage. Je voulais savoir ce qu'était vraiment cette chose. Je suis revenu ce soir-là avec un plan. Ernesto m'avait donné quelques amulettes de protection et m'avait appris une prière que sa mère utilisait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. La nuit a commencé tranquillement, trop tranquillement. Même la climatisation ne faisait pas de bruit. C'était comme si tout le bâtiment retenait son souffle. À 11h30, j'ai commencé ma première ronde. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive au 11e étage. Au bout du couloir, là où devrait se trouver le mur avec le logo de l'entreprise qui occupait cet étage, il y avait une porte. Ce n'était pas une porte normale. Elle était vieille, en bois sombre, avec des symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Et il y avait une petite plaque qui disait simplement « 12 ». Mon cœur s'est accéléré. Cette porte n'avait jamais été là. Elle ne pouvait pas être là. Mais elle était là, aussi réelle que n'importe quoi d'autre. Je me suis approché lentement. Je pouvais sentir quelque chose émaner de la porte. Une chaleur antinaturelle et une odeur de soufre et de quelque chose de pourri. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle était chaude au toucher. Ne le fais pas. Je me suis retourné brusquement. Don Hector était derrière moi.
Mais quelque chose n'allait pas. Sa voix sonnait étrange, déformée. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu qu'ils étaient complètement noirs. Don Hector, la chose qui semblait Don Hector sourit. Il n'est pas ici maintenant. Mais toi, tu l'es. Et tu as été très curieux, Roberto. Très, très curieux. Je reculai, sortant l'amulette qu'Ernesto m'avait donnée. La chose siffla et recula. Ça ne te sauvera pas longtemps, dit-elle. Tu es déjà marqué. Tu fais déjà partie de ça. Que es-tu? Je suis la faim. Je suis le besoin. Je suis ce qui a été appelé et n'a jamais été rendu. Pendant des années, j'ai été piégé derrière ce seau, me nourrissant des miettes que je parviens à filtrer. Mais maintenant, le seau s'affaiblit, et bientôt je serai libre. Pourquoi s'affaiblit-il? Parce que la femme qui l'a créé est morte. Son pouvoir soutenait le seau. Maintenant, il ne reste que le rituel, et les rituels s'estompent avec le temps. Donne-lui 1 an, peut-être 2, et alors je sortirai. À moins que quoi? À moins que quelqu'un ne renouvelle le sceau. Quelqu'un avec la volonté et le savoir. Quelqu'un comme toi. Je réalisais ce qu'elle suggérait. Tu veux que j'entre au 12e étage. Je veux te proposer un marché. Entre, réalise le rituel de renouvellement que ma retenue exige. En échange, je te donnerai quelque chose que tu désires. De l'argent, du pouvoir, de la connaissance, quoi que ce soit. Et si je refuse? La chose qui semblait être Don Hector s'est approchée, et je pouvais voir maintenant que sa forme se dissolvait sur les bords, comme de la fumée se dissipant. Alors quand je sortirai enfin, et je sortirai, tu seras le premier à prendre. Je t'emmènerai avec moi dans le vide où j'ai été piégé. Et tu passeras une éternité dans l'obscurité, conscient mais incapable de bouger, de parler, de faire quoi que ce soit sauf exister dans une agonie silencieuse. J'ai commencé à réciter la prière qu'Ernesto m'avait enseignée. La chose a hurlé et s'est dissoute en une fumée noire qui a été absorbée de nouveau vers la porte du 12e étage. La porte elle-même a commencé à se dissoudre aussi. Mais avant de disparaître complètement, je l'ai entendue une dernière fois. Je reviendrai, Roberto. Et la prochaine fois, tu n'auras nulle part où te cacher. Je courus vers les escaliers et je ne m'arrêtai pas avant d'arriver au hall. J'appelai Ernesto immédiatement. Il est arrivé 30 minutes plus tard avec une mallette pleine de bougies, d'herbes et de symboles peints sur du papier. Nous avons passé le reste de la nuit à renforcer les protections du bâtiment, en plaçant de nouveaux sceaux à des endroits stratégiques. Ça va acheter du temps, m'a-t-il dit, mais ce n'est pas permanent. Le sceau original doit être renouvelé correctement. Et pour cela, nous aurions besoin d'accéder au 12e étage. Et ça, c'est impossible, je le sais. Pas impossible, juste extrêmement dangereux. Quiconque entre là-bas doit avoir une volonté de faire et une protection adéquate. Sinon, cette chose le prendra et l'utilisera pour sortir. J'ai démissionné la semaine suivante. J'ai dit à la société que c'était pour des raisons personnelles. Don Hector, le vrai, était revenu au travail sans mémoire d'avoir été possédé. Je lui ai raconté un peu ce qui s'était passé. Il a juste hoché la tête tristement. Je savais que cela finirait par arriver, dit-il. Le sceau de Magdalena ne durerait pas éternellement. Quelqu'un devra faire quelque chose bientôt, ou ce bâtiment redeviendra un cauchemar. Cela fait 6 mois que j'ai quitté ce travail. Je reste en contact avec Ernesto. Il travaille sur un plan, cherchant d'autres stagiaires qui pourraient aider à renouveler le sceau. Mais c'est compliqué. Ce type de magie nécessite de la préparation, un bon timing et du courage. En attendant, le bâtiment Montemayor continue de fonctionner. Des milliers de personnes y travaillent chaque jour, sans idée de ce qui est contenu dans l'étage qui n'existe officiellement pas. Parfois, je pense à revenir, à rassembler le courage pour entrer au 12e étage et en finir une bonne fois pour toutes. Mais ensuite, je me souviens de ces yeux noirs, de cette voix me promettant une éternité d'angoisse, et je sais que je ne suis pas prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Et avec cela se termine le récit de Roberto. Il me dit que l'immeuble Montemayor est toujours debout, continue de fonctionner, et que, à sa connaissance, personne n'a encore renouvelé le sceau. Si jamais tu as travaillé dans un bâtiment avec un étage que personne ne mentionne, ou si tu as ressenti qu'il y a des endroits dans ton travail qu'il vaut mieux éviter, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires d'espace contenu me fascinent toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Passe une bonne nuit, et si tu travailles dans un immeuble haut, peut-être vaut-il mieux ne pas demander pourquoi il manque des étages.
un abonné de la chaîne qui travaille comme conducteur de camion de charge, m'a envoyé cette expérience il y a quelques semaines. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom complet, alors je vais l'appeler simplement Carlos. Si vous avez déjà conduit la nuit sur des routes désertes, vous pourrez peut-être vous identifier à cela. Et si vous avez votre propre histoire de la route, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Maintenant, ce que Carlos a vécu sur une route rurale en Argentine l'a amené à reconsidérer tout ce qu'il croyait sur ce qui nous accompagne dans l'obscurité. Je m'appelle Carlos, et cela fait 15 ans que je conduis des camions de charge à travers toute l'Argentine. J'ai parcouru chaque route, chaque chemin poussiéreux, chaque raccourci que seuls les conducteurs locaux connaissent. J'ai conduit sous des pluies torrentielles, dans du brouillard épais, et sous le soleil brûlant de l'été. Je pensais avoir tout vu de ce que les routes argentines pouvaient offrir. J'avais tort. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 8 mois, en avril, lorsque l'automne commençait à teindre les arbres de teinte dorée, et que les nuits devenaient plus longues et plus froides. J'avais été engagé pour transporter des machines agricoles de Buenos Aires à un petit village appelé Las Vertientes, dans la province de Cordoba. C'était un voyage que je ferais en 2 jours, avec une halte nocturne dans un motel de route à mi-chemin. Je suis parti à l'aube d'un jeudi. Mon camion, un vieux Scania mais fiable, qui avait été mon compagnon pendant des années, était chargé à bloc. Le moteur ronronnait doucement, tandis que je laissais derrière moi les banlieues de Buenos Aires et que je m'enfonçais dans les routes rurales. La journée était claire, parfaite pour conduire. J'ai mis ma playlist de cumbia et de folklore, préparé du mat, et je me suis installé pour le long voyage. Les premières heures se sont écoulées sans incident. Je suis passé par de petits villages où les gens à peine levaient les yeux lorsque mon camion rugissait dans la rue principale. Des champs de soja s'étendaient à perte de vue de chaque côté de la route, interrompus de temps en temps par des parcelles d'arbres ou de vieilles fermes avec des moulins à vent rouillés. Vers midi, je me suis arrêté dans une station-service pour faire le plein et manger quelque chose. L'endroit était typique, une pompe à essence, une petite boutique avec des produits de base et un restaurant qui servait des milanesas et des empanadas. Pendant que je mangeais, j'ai discuté avec le gérant, un homme d'une 60aine d'années au visage tanné par le soleil. « Tu vas à Cordoba ?» m'a-t-il demandé, remarquant la direction sur mon manifeste de chargement que j'avais laissé sur la table. « Oui, au Vertientes. Tu connais le chemin ?»« Je le connais. » Son expression devint sérieuse. « Tu vas prendre la route provinciale 23 ?» C'était l'idée. C'est le chemin le plus direct selon mon GPS. Il secoua lentement la tête. J'éviterai cette route, surtout la nuit. Il y a des histoires. Je souris, pensant que c'était juste des histoires de village. Quel genre d'histoire? Des camionneurs qui voient des choses, des lumières qui les suivent, des silhouettes sur la route. Certains jurent qu'ils entendent des voix à la radio quand personne ne transmet. Un conducteur a disparu complètement sur cette route il y a 2 ans. On a trouvé son camion abandonné, moteur en marche, mais il n'est jamais réapparu. Il est sûrement parti avec une femme, plaisantai-je, mais le responsable ne rit pas. Pense ce que tu veux. Mais je te préviens, si tu décides de prendre cette route et que quelque chose d'étrange commence à se passer, ne t'arrête pas. Peu importe ce que tu vois ou entends, continue à conduire jusqu'à ce que tu sortes de là. J'ai remercié pour son conseil, bien que je l'ai intérieurement écarté comme superstition. En 15 ans de conduite à travers toute l'Argentine, je n'avais jamais expérimenté quoi que ce soit de paranormal. Fantômes, lumière mystérieuse, voix fantomatique, tout cela était matière à des films, pas à la vie réelle. Je suis retourné à mon camion et j'ai continué mon voyage. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les nuages ont commencé à s'accumuler, transformant le ciel bleu en une masse grise plombée. Il a commencé à bruiner juste au moment où j'entrais sur la route provinciale 23, une route à 2 voies qui serpentait à travers des collines couvertes d'arbres. Le trafic était presque inexistant. En 1 heure de conduite, je n'ai croisé que 3 véhicules. La route était belle dans son isolement. De grands arbres flanquent les 2 côtés de la route, leurs branches formant un couvert au-dessus de moi. Parfois, je voyais des fermes éloignées de la route, leurs lumières à peine visibles entre les champs. Mais pour la plupart, c'était juste moi, mon camion, et des kilomètres d'asphalte mouillé. Le soleil s'est couché vers 7 heures et l'obscurité est tombée rapidement. Ce n'était pas l'obscurité progressive de la ville, avec des lampadaires et des bâtiments éclairés adoucissant la transition. C'était l'obscurité absolue de la campagne, où la nuit engloutit tout et où seuls les phares de votre véhicule vous séparent de la noirceur totale.
J'ai allumé les phares et j'ai continué. Selon mon GPS, j'arriverai au motel vers 9 heures, 2 heures de plus. Je pouvais le faire. C'était vers 8 heures que j'ai remarqué la première anomalie. Ma radio, qui avait diffusé de la musique clairement toute l'après-midi, a commencé à émettre de la statique. Au début, je pensais simplement perdre le signal en m'enfonçant plus dans la campagne. Mais alors, entre la statique, j'ai entendu quelque chose. Une voix, basse, déformée, mais définitivement une voix humaine. Je n'ai pas pu distinguer les mots. On aurait dit que quelqu'un chuchotait dans une langue que je ne reconnaissais pas, ou peut-être parlait à l'envers. J'ai changé de station, cherchant quelque chose de plus clair, mais chaque fréquence avait la même statique, le même chuchotement troublant en dessous. J'ai éteint la radio, ressentant un premier frisson d'inconfort. Le silence qui a suivi était oppressant, brisé seulement par le rugissement du moteur du camion et le cliquetis hypnotique des essuie-glaces contre la bruine persistante. Alors j'ai vu les lumières. Au début, elles semblaient être simplement les phares d'un autre véhicule derrière moi, visibles dans mes rétroviseurs. Mais quelque chose en elles était étrange. Elles étaient trop brillantes, trop blanches, comme des halogènes haute intensité. Et elles ne se déplaçaient pas comme le devraient les lumières d'un véhicule te suivant sur une route sinueuse. Elles restaient à une distance constante, peu importe si j'accélérais ou ralentissais. J'ai considérablement réduit ma vitesse, espérant que le véhicule me dépasserait. Les lumières ont également réduit leur vitesse, restant exactement à la même distance. J'ai accéléré. Les lumières ont accéléré. C'était comme si elles étaient synchronisées avec mon camion, une extension de mes propres mouvements. Le souvenir des mots du responsable m'est revenu. Si quelque chose d'étrange commence à se passer, ne t'arrête pas. Je maintenais ma vitesse constante, observant les lumières dans le rétroviseur. Elles ne semblaient pas se rapprocher, ce qui était un soulagement, mais elles ne s'éloignaient pas non plus. Elles me suivaient simplement. J'ai essayé de rationaliser cela. Peut-être n'était-ce qu'un autre camionneur, restant derrière moi pour des raisons de sécurité sur cette route isolée. Il était courant que les conducteurs se regroupent sur des itinéraires éloignés. Il n'y avait rien de sinistre là-dedans. Mais alors les lumières s'éteignirent, complètement. D'un instant à l'autre, elles disparurent, ne laissant que l'obscurité derrière moi. Je fixais les miroirs, espérant les voir réapparaître, peut-être parce que le véhicule avait pris un virage. Mais elles ne revinrent pas. Et la route derrière moi était droite, sans virage, qui aurait pu cacher un autre véhicule. Avais-je pris un détour que je n'avais pas vu? Mais il n'y avait pas de détour. La route 23 était une ligne droite à travers cette zone. Je le savais parce que j'avais étudié la carte avec soin. Je continuais, mais ma tranquillité précédente avait disparu. Maintenant, j'étais tendu, mes mains serrant le volant plus fort que nécessaire. Chaque ombre sur la route me faisait sursauter. La forêt de chaque côté semblait pressée contre la route, les arbres comme des silhouettes sombres m'observant passer. Alors, au loin, je vis quelque chose au milieu de la route. Au début, cela semblait être un animal, peut-être un cerf ou un chien. Mais à mesure que je m'approchais, mes phares l'illuminant plus clairement, je vis que c'était une personne, une silhouette humaine, debout au centre de ma voie, complètement immobile. J'ai klaxonné, espérant qu'elle bougerait. La silhouette ne réagit pas. Je continuais à m'approcher, ralentissant, klaxonnant plus insistant. Rien. La silhouette resta simplement là, au milieu de la route, sous la pluie. À environ 50 mètres de distance, je pus voir plus de détails. C'était une femme, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Elle portait quelque chose qui ressemblait à une longue robe blanche, complètement trempée. Ses cheveux noirs tombaient sur son visage, obscurcissant ses traits, et elle ne bougeait pas. Elle ne semblait même pas respirer. Je me rappelais le conseil du responsable. Ne t'arrête pas, mais je ne pouvais pas simplement l'écraser. Si c'était une personne réelle qui avait besoin d'aide, une femme coincée au milieu de nulle part sous la pluie, je réduisis ma vitesse à un pas de tortue, presque en m'arrêtant à 20 mètres d'elle. C'est alors qu'elle leva la tête. Ce que je vis me fit appuyer instinctivement sur le frein, même si chaque instinct me criait aussi d'accélérer et de fuir. Son visage n'était pas correct. Les traits étaient humains, mais les proportions étaient fausses. Les yeux étaient trop éloignés, la bouche trop large. Et quand elle ouvrit cette bouche, je vis des rangées de dents qui semblaient trop aiguisées, trop nombreuses. Elle a souri, un sourire horrible qui s'étendait jusqu'aux oreilles, littéralement et physiquement impossible.
Puis elle commença à marcher vers mon camion. La terreur absolue me frappa. J'appuyai sur l'accélérateur, le moteur rugit, et le camion se lança en avant. J'allais l'esquiver, passer à côté d'elle et la laisser derrière. Mais elle était rapide, inhumainement rapide. En 1 seconde, le temps que je mette les gaz, elle avait réduit de moitié la distance entre nous, se déplaçant avec une vitesse floue qui ne devrait pas être possible. Je tournai le volant brusquement, amenant le camion dans la voie opposée pour l'éviter. Les pneus crissèrent sur l'asphalte mouillé. Un instant, je pensais que je perdrais le contrôle, que le camion se renverserait, mais je réussis à le maintenir stable, passant à côté de la silhouette dans un flou de mouvement. Je regardais dans le rétroviseur. La femme, ou ce que c'était que cette chose, se tenait au milieu de la route, regardant dans ma direction. Même à cette distance, même dans l'obscurité, je pouvais sentir ses yeux sur moi. Puis, en un clin d'œil, elle disparut. Elle ne se déplaça pas hors de ma vue. Elle cessa simplement d'être là, comme si elle n'avait jamais existé. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre au-dessus du rugissement du moteur. Mes mains tremblaient sur le volant. Qu'est-ce que je venais de voir? Était-ce réel? Peut-être avais-je imaginé ce visage déformé? La panique et les histoires du gardien avaient-elles contaminé ma perception? Mais non, je l'avais vu clairement. Les dents, le sourire impossible, la vitesse antinaturelle. Je continuais à conduire, accélérant au-delà de la limite de vitesse sûre pour cette route mouillée. Je voulais juste sortir de là, arriver au motel, à la civilisation, à un endroit avec des lumières, des gens et de la normalité. Mais la route 23 semblait s'étendre à l'infini. J'avais passé un panneau indiquant que le prochain village était à 30 km. 30 km qui, à ma vitesse actuelle, prendrait peut-être 20 minutes. 20 minutes qui semblaient une éternité. La radio s'est rallumée sans que je l'aie allumée. La statique a rempli la cabine, plus forte qu'avant, et en dessous, ces voix, multiples maintenant, chuchotant en chœur. Et bien que je ne puisse pas comprendre les mots, le ton était clair. Ils se moquaient, m'appelaient, m'invitaient à les rejoindre. J'ai essayé d'éteindre la radio, mais le bouton ne répondait pas. Même débrancher le câble n'a rien fait. Les voix continuaient, devenant de plus en plus fortes, se mêlant à des rires qui racaillaient mes nerfs comme des ongles sur un tableau noir. Puis j'ai vu plus de lumière, mais celles-ci n'étaient pas derrière moi. Elles étaient sur les côtés de la route, entre les arbres. Des dizaines d'entre elles, peut-être des centaines, de petites lumières clignotantes comme des lanternes ou des bougies. Elles se déplaçaient au rythme de mon camion, me suivant à travers la forêt. Certaines étaient au niveau du sol, d'autres flottaient à hauteur de tête, ou plus haut, dans les branches des arbres. Et chaque fois que je concentrais mon attention sur l'une d'elles, elle semblait clignoter, comme si quelque chose derrière la lumière me regardait. Dans un moment de terrible clarté, je réalisais que ce n'étaient pas des lumières, ce étaient des yeux, des centaines de paires d'yeux brillants, m'observant depuis l'obscurité de la forêt. Le chemin a commencé à se courber plus prononcé. J'ai dû ralentir ou risquer de perdre le contrôle. Mais ralentir signifiait leur donner plus de temps pour... Quoi? Me rattraper? Sauter sur le camion? Je ne savais pas ce que ces choses voulaient, et je ne voulais pas le découvrir. Alors, dans le prochain virage, j'ai vu un groupe de silhouettes sur la route. Pas seulement une, mais 5 ou 6. Toutes habillées de la même manière en haillons blancs. Toutes avec ses cheveux noirs mouillés. Toutes tournant la tête vers moi avec des mouvements synchronisés et étrangement mécaniques. Il n'y avait aucun moyen de les éviter toutes. Elles occupaient toute la largeur de la route. « Ne t'arrête pas », murmurai-je pour moi-même, me rappelant le conseil du responsable. « Peu importe quoi, ne t'arrête pas ». Je maintenais le pied sur l'accélérateur. Le camion rugissait en avant, directement vers les silhouettes. Je m'attendais à un impact, au horrible craquement de corps sous les roues. Mais à la dernière seconde, les silhouettes se sont dispersées. Elles n'ont ni marché ni couru. Elles se sont simplement dissoutes dans des ombres, se dissipant comme de la fumée. Le camion a traversé l'espace où elles avaient été sans toucher à rien. Mais ce n'était pas fini, car maintenant, quelque chose était sur le toit de mon camion. J'ai entendu des pas lourds, clairement audibles, au-dessus du rugissement du moteur et du tambourinement de la pluie. Quelque chose de grand marchait sur la cabine, juste au-dessus de ma tête. Puis j'ai entendu des griffures. Des griffes ou des ongles traînant sur le métal. Et alors un visage est apparu, suspendu la tête en bas depuis le haut, pressé contre mon pare-brise. C'était similaire à la femme que j'avais vue auparavant, mais pire, beaucoup pire.
La peau était si pâle qu'elle en devenait grise, tendue sur des os qui saillissaient à des angles étranges. Les yeux étaient complètement noirs, sans blanc visible, et la bouche s'est ouverte, révélant cette même rangée impossible de dents aiguisées. Elle a crié, un son aigu, perçant qui a fait fissurer le pare-brise. J'ai dû me couvrir les oreilles, perdant presque le contrôle du camion dans le processus. La chose sur le toit a commencé à frapper le pare-brise, essayant de le briser. Les fissures s'étendaient à chaque impact. En quelques secondes, il se briserait complètement, et cette chose entrerait dans la cabine avec moi. Désespéré, je tournai brusquement le volant, puis revins en arrière, zigzagant sur la route. Le mouvement violent fit perdre son emprise à la créature. Je la vis glisser sur le pare-brise, tomber sur le capot, puis rouler vers la route. Je regardais dans le rétroviseur et la vis se relever, indemne, se remettant au milieu de la route, me regardant m'éloigner. Les lumières dans la forêt avaient disparu, les voix à la radio s'évanouirent en statique, puis en silence. Soudain, j'étais de nouveau seul, juste moi, mon camion et la route sombre, mais je tremblais encore si violemment que je pouvais à peine garder les mains sur le volant. Le pare-brise était fissuré mais encore intact, soutenu par la couche de sécurité. Mon cœur battait d'un rythme irrégulier. Je sentais que je pourrais vomir à tout moment. Je suis allé de l'avant. Que pouvais-je faire d'autre ? La route a finalement quitté la forêt, s'ouvrant sur des champs dégagés. 10 minutes plus tard, j'ai vu les lumières d'un village au loin. Je n'avais jamais été aussi soulagé de voir la civilisation. Je suis entré dans le village, un petit endroit qui n'avait pas plus de 1000 habitants, mais qui avait des lampadaires, des maisons éclairées et des gens. Des gens réels, pas des choses avec des dents aiguisées et des mouvements impossibles. J'ai trouvé le motel, un bâtiment modeste avec un néon annonçant « Chambre disponible ». J'ai garé le camion, éteint le moteur, et je suis resté assis pendant de longues minutes, respirant profondément, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Mes mains tremblaient encore quand je suis finalement sorti de la cabine. Le propriétaire du motel, un homme âgé avec des moustaches grises, me regarda avec curiosité quand je suis entré. « Ça va, mon ami ? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Un peu, » murmurai-je en payant pour une chambre. « Tu viens de la route 23 ?» J'acquiesçai, son expression devint compréhensive. « Dis-moi que tu ne t'es pas arrêté. »« Non, je ne me suis pas arrêté. »« Bien. Ceux qui s'arrêtent, eh bien, ils n'arrivent pas toujours. » Il marqua une pause, puis ajouta « Tout le monde dans la région connaît les histoires. Ce tronçon de route est maudit depuis avant ma naissance. Mes grands-parents parlaient déjà de choses dans la forêt, des esprits malins qui rôdent dans la nuit. Certains disent que c'est une terre de sorcières, qu'il y a des siècles, il y avait un sabbat là-bas, et qu'ils ont fait des pactes avec des choses obscures. D'autres disent qu'il y a des portes vers d'autres mondes dans ces forêts. Personne ne sait avec certitude, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas s'arrêter sur la 23 après la tombée de la nuit. Cette nuit-là, j'ai dormi avec toutes les lumières allumées. Ou plutôt, j'ai essayé de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce visage pressé contre le pare-brise, ses yeux complètement noirs, ses dents. J'entendais les voix chuchoter à la radio, je voyais les lumières entre les arbres. Le lendemain matin, j'ai inspecté mon camion à la lumière du jour. Le pare-brise était fissuré, comme je m'en souvenais. Mais il y avait aussi des marques sur le toit, des rayures profondes dans le métal qui n'avaient définitivement pas été là auparavant. Des marques qui semblaient avoir été faites par des griffes. J'ai complété ma livraison à Las Vertientes, mais j'ai pris un itinéraire différent pour le retour, un qui ajoutait 3 heures au voyage, mais qui me gardait sur des routes principales, bien éclairées, avec un trafic constant. Le temps supplémentaire ne me dérangeait pas, le carburant supplémentaire ne me dérangeait pas. Depuis lors, j'ai complètement évité la route provinciale 23. J'ai raconté cette histoire à d'autres camionneurs, les avertissant de ce tronçon de route. Certains me croient. D'autres pensent que je suis fou, que j'ai tout imaginé, que c'était du stress ou de la fatigue ou une substance dans ma nourriture. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que ces choses sont encore là dehors, dans cette forêt, attendant dans l'obscurité, attendant des voyageurs solitaires qui commettent l'erreur de s'arrêter, de sortir de leur véhicule, de céder à la curiosité ou à la peur. Parfois, j'entends encore ces voix dans ma tête, surtout lors de nuits sombres quand je suis seul sur la route. Et parfois, quand je regarde dans mes rétroviseurs sur une route éloignée, je vois des lumières qui me suivent.
Des lumières qui restent à une distance constante, qui disparaissent quand je les regarde directement. Je ne sais pas ce que c'étaient ces choses sur la route 23, si c'était des fantômes, des démons ou quelque chose de complètement différent. Mais je sais qu'elles sont réelles et qu'elles sont là dehors, chassant dans l'obscurité, et c'est pourquoi maintenant, chaque fois que je dois conduire la nuit, je garde mes portes verrouillées, mes fenêtres scellées, et je ne m'arrête pas. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'entends, peu importe qui semble avoir besoin d'aide au bord de la route. Parce que je sais que ce qui semble humain dans l'obscurité, souvent ne l'est pas, et c'est tout ce que Carlos voulait partager. Il m'a dit que depuis ce jour, il a enquêté davantage sur la route 23 et a trouvé des dizaines de rapports similaires d'autres conducteurs, certains datant de décennies. Si jamais vous avez conduit sur des routes rurales et avez eu l'impression que quelque chose vous observait depuis l'obscurité, partagez-le dans les commentaires. Il y a plus de mystères sur nos routes que nous ne l'imaginons. Conduisez prudemment et nous nous retrouvons dans la prochaine histoire. Je veux te prévenir de quelque chose avant de commencer cette histoire. C'est le genre qui reste. Un abonné nommé Gabriel d'Argentine me l'a envoyé, et quand je l'ai lu, j'ai dû faire une pause à mi-chemin pour respirer un moment. Gabriel a 43 ans, il est médecin rural, et ce qu'il décrit s'est passé dans un village de la province de Corrientes, où il a été affecté pendant un an. Un village où les voisins avaient une relation avec les morts que Gabriel ne s'attendait pas à trouver. Et où il a découvert qu'il y a des personnes qui ne partent jamais vraiment, même si l'on croit qu'elles sont déjà parties. Si tu écoutes cela pour la première fois, bienvenue. Et si tu as ta propre histoire cachée, tu sais déjà où me trouver. Passons au récit de Gabriel. Je suis arrivé à Pazo Oscuro en juillet, avec une valise moyenne, ma mallette médicale, et la conviction qu'une année à l'intérieur me ferait du bien. J'avais 36 ans à l'époque. Je travaillais depuis presque une décennie dans des hôpitaux de Buenos Aires, aux urgences, dans ce type d'environnement où le temps passe toujours trop vite et où l'on finit par traiter des symptômes plutôt que des personnes. L'épuisement que j'avais accumulé n'était pas seulement physique, bien que cela y contribue aussi, mais quelque chose de plus profond, celui de quelqu'un qui a perdu la capacité de voir le patient comme autre chose qu'un problème à résoudre. J'avais besoin de distance, j'avais besoin de silence. J'avais besoin de me rappeler pourquoi j'avais choisi cette profession. Le programme de médecins ruraux m'a assigné à Pazo Oscuro, dans le nord-est de Corrientes, près de la frontière avec le Paraguay. Un village de 300 personnes, sans hôpital, avec une petite salle de premier secours qui dépendait du médecin de garde pour fonctionner. Le médecin précédent avait demandé un transfert après 8 mois, sans donner trop d'explications. Cela aurait dû me dire quelque chose, mais à ce moment-là, je l'ai interprété comme une incompatibilité personnelle avec l'isolement, quelque chose qui, dans mon état d'épuisement, me semblait tout à fait compréhensible. Le village était exactement ce que j'imaginais, et aussi complètement différent. Les maisons basses, les chemins de terre rouge, la chaleur humide de juillet qui, à Corrientes, ne signifie pas hiver, mais une version atténuée de l'été. La rivière proche que l'on entendait la nuit. Les oiseaux que je ne connaissais pas, avec des sons que j'ai mis des semaines à apprendre à identifier. Les gens étaient aimables mais mesurés, du genre de gentillesse qui se gagne avec le temps, pas avec la présence. Je m'étais installé dans la maison que la municipalité avait destinée aux médecins, une construction modeste mais confortable, avec une cour arrière donnant sur un champ ouvert où, les premières nuits, je restais assis à regarder un ciel avec plus d'étoiles que je n'en avais vu depuis des années. Mon contact principal dans le village était l'infirmière de la salle, une femme nommée Teresa, d'une 50aine d'années, Corentina de toute la vie, avec une connaissance pratique de la médecine locale qui dépassait de loin toute formation théorique. Teresa savait qui avait quoi, quelles herbes les familles utilisaient avant de venir à la salle, quelles coutumes du village il valait mieux respecter sans trop les remettre en question. Cette dernière partie, elle me l'a expliquée lors de notre première conversation de travail. « Docteur Gabriel, me dit-elle avec ce ton qui mêlait chaleur et franchise sans que l'une cède à l'autre, ici les gens ont leur manière. Manière de guérir, manière de mourir, manière de faire le deuil. Si vous venez avec l'idée que tout ce qui n'est pas médecine de livre est de l'ignorance, vous allez passer une année très difficile. Je lui ai dit que je ne venais pas avec cette idée. Teresa m'a regardé un moment, comme pour évaluer l'affirmation. Bien, dit-elle.
Alors nous allons bien nous entendre. Et nous nous sommes bien entendus pendant les premières semaines. J'ai appris le rythme du village, les patients fréquents, les pathologies courantes de la région. J'ai appris à lire le climat correntino qui pouvait changer en quelques heures d'un ciel bleu d'été à une tempête qui secouait les tôles des toits pendant des heures. J'ai appris à dormir avec la chaleur et avec les sons de la campagne qui au début me tenaient en alerte et qui avec le temps sont devenus aussi familiers que le silence. Le premier mois était exactement ce que j'étais venu chercher. Le premier signe que Paso Oscuro avait quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver est arrivé au cours de la 3e semaine, lorsque Don Agustin est mort. Don Agustin était l'homme le plus âgé du village, 92 ans, avec un dossier médical qui était essentiellement un résumé de tout ce qui peut survivre à un corps humain s'il a suffisamment de volonté. Je l'avais vu 2 fois au cours de mes premières semaines, pour des choses mineures, et il m'avait semblé être un de ces hommes qu'il semble impossible de voir mourir parce qu'ils vivent depuis si longtemps que la mort semble les avoir oubliés. Il est mort la nuit, dans son lit, sans douleur apparente selon ce que m'a dit sa fille, quand elle est venue m'avertir le lendemain matin. Je suis allé certifier le décès, comme il se doit. La maison de Don Agustin était grande et vieille, avec cette odeur particulière des espaces habités pendant des décennies par la même personne, un mélange de vieux tabac, de bois et quelque chose de sucré que je n'ai pas identifié. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le mort, que j'avais suffisamment vu au cours de mes années aux urgences, mais ce que j'ai trouvé dans la chambre. Tous les miroirs étaient recouverts, pas avec des tissus improvisés, mais avec des tissus sombres qui existaient clairement à cet effet, gardés pour le moment venu, placés avec une précision qui indiquait de la pratique. Les fenêtres étaient également partiellement couvertes, laissant entrer la lumière mais pas la vue de l'extérieur. Et sur le sol, autour du lit, il y avait une ligne continue de quelque chose que j'ai d'abord pensé être du sel, mais qui, en me baissant pour vérifier, s'est avéré être un mélange de sel avec d'autres choses que je n'ai pas pu identifier. De petites graines, quelque chose de sombre qui aurait pu être de la terre brûlée, des herbes sèches écrasées. La fille de Don Agustin, une dame d'environ 60 ans nommée Elisa, m'observait pendant que je regardais tout cela avec une expression mêlant courtoisie et quelque chose qui aurait pu être de la prudence. « C'est la coutume », dit-elle simplement, comme anticipant ma question. « À quoi sert la ligne sur le sol ?» demandai-je, essayant d'adopter un ton neutre. « Pour que Don Agustin sache où il est », dit Elisa. « Pour qu'il ne se trompe pas et reste quand il doit partir. » Je n'ai pas posé plus de questions à ce moment-là. J'ai fait mon travail, signé ce que je devais signer, et je suis parti. Cet après-midi, j'ai demandé à Teresa ce que j'avais vu. Teresa écouta et prit ensuite un moment avant de répondre, avec ce geste à elle de celle qui choisit ses mots avec soin. « Ici, les morts sont importants, dit-elle. Pas de la manière dont vous pensez. Ce n'est pas seulement du chagrin, ce n'est pas seulement du respect. C'est que ici, les gens savent, par l'expérience des générations, qu'il y a des morts qui ne partent pas seuls, qui ont besoin d'aide pour partir, et il y a des morts qui ne veulent pas partir. Et la ligne sur le sol, c'est pour les orienter, dit Teresa. Du sel et d'autres choses, ça marque le chemin vers l'extérieur. Si le mort se lève avant d'être emporté, la ligne lui indique par où il doit sortir. Si le mort se lève, répétai-je. Teresa me regarda. Docteur Gabriel, je vis ici depuis 50 ans. J'ai vu des choses qui ne sont dans aucun livre de médecine. Et j'ai appris que quand les gens d'ici font quelque chose que je ne comprends pas, il y a souvent une bonne raison derrière. Je ne dis plus rien sur le sujet, mais j'ai commencé à prêter plus d'attention. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué des choses qui auparavant étaient passées inaperçues dans le bruit des premiers jours. Les veillées à Paso Oscuro duraient toujours exactement 2 nuits, jamais moins. Pendant ces 2 nuits, quelqu'un veillait toujours près du corps, sans exception, peu importe l'heure. Les fenêtres des maisons en deuil avaient toujours une bougie allumée visible depuis la rue. Et personne, absolument personne, ne prononçait le nom du défunt à voix haute pendant les 3 jours suivant l'enterrement. Je demandai à Teresa à propos de ce dernier point. « Si tu le nommes, tu l'appelles, dit-elle. Et s'il n'est pas encore parti, il vient. Ça a déjà arrivé ?» Teresa me regarda pendant un long moment. « Oui, dit-elle. » Elle ne développa pas, et quelque chose dans sa façon de le dire m'indiqua que c'était la limite de ce qu'elle allait partager à ce moment-là. 2 mois passèrent encore sans aucun événement sortant de ce que j'avais commencé à considérer comme la norme de Paso Oscuro. Morts avec leurs rituels, des coutumes que je respectais sans tout à fait comprendre,
Teresa qui me montrait les usages du village avec la patience de quelqu'un habitué à initier des étrangers à un monde qui n'est pas le leur. Puis la dame Ramona est morte. Ramona avait 78 ans et avait été, selon ce que m'a dit Teresa, la personne la plus respectée du village pendant des décennies. Non pas par un poste officiel, mais par son savoir. C'était celle qui savait. Elle savait des plantes, des corps, des rêves, des morts. Les gens allèrent la voir avant d'aller chez le médecin pour certains types de choses, et Teresa, avec une honnêteté que j'ai toujours appréciée, me l'a dit directement le premier jour. Il y a des choses pour lesquelles ils viennent à vous et des choses pour lesquelles ils allaient voir Ramona. Et les choses de Ramona, vous ne pouvez pas les traiter même si vous le voulez. Ramona est morte un mercredi de septembre. Elle a été trouvée par son petit-fils le matin dans son lit, apparemment en paix. Je suis allé certifier le décès comme toujours. La maison de Ramona était différente des autres du village. Plus grande, avec une cour intérieure pleine de plantes qui poussaient avec une densité et une santé qui semblaient défier la chaleur sèche de septembre, avec une quantité d'objets sur les murs et les étagères qui racontaient des décennies de vie. Les miroirs étaient recouverts. Une ligne de sel et d'herbes entourait le lit, tout selon la coutume. Mais il y avait quelque chose de plus dans la maison de Don Agustin. Sur la poitrine de Ramona, un objet avait été placé. Ce n'était pas un objet religieux au sens conventionnel. C'était quelque chose fait à la main, avec des matériaux que je n'ai pas su identifier tous, avec une forme qui avait quelque chose de croix, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien que la croix. Le petit-fils de Ramona, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Nico, m'observait en train de le regarder. « Pour que grand-mère puisse partir tranquille, dit-il. Elle l'a préparé elle-même il y a longtemps. Elle a dit que quand son moment viendrait, il fallait le mettre là. Savait-elle qu'elle allait mourir bientôt ? Nico me regarda avec une expression qui mêlait la douleur du deuil à quelque chose de plus difficile à décrire. La grand-mère savait beaucoup de choses, dit-elle. Elle disait que ce qui l'inquiétait le plus à l'idée de mourir, c'était de ne pas pouvoir partir en paix, qu'il y a des choses qui restent accrochées. Quel genre de choses ? Nico hésita. Elle s'occupait de choses qui ne sont pas de ce côté, dit-il enfin, toute sa vie. Et elle disait que quand on travaille avec ces choses, parfois elles laissent des marques, et que cette marque peut rendre le passage difficile. Je suis resté à penser à cela le reste de la journée. La veillée de Ramona était différente de toutes les autres que j'avais vues dans le village. Plus de gens, plus de silence, une solennité qui dépassait le deuil normal. Teresa était présente toute la première nuit. J'ai passé un moment, j'ai présenté mes respects, et je suis parti à minuit. C'est la deuxième nuit de la veillée que tout a changé. Il était 2 heures du matin quand on a frappé à ma porte. C'était Nico. Il avait le visage de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il ne peut pas traiter, une expression de perplexité plus que de peur, comme lorsque la réalité fait quelque chose qui ne correspond à aucun de vos schémas pour l'interpréter. « Docteur, vous devez venir », a-t-il dit. « Que s'est-il passé ?» La grand-mère. Je suis parti sans poser plus de questions. La maison de Ramona était pleine de monde. Tous ceux qui avaient veillé, tous debout, tous regardant vers la chambre où se trouvait le corps. Personne ne parlait. Le silence avait une texture que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Quelque chose qui n'était pas seulement l'absence de son mais une présence active, comme si le silence lui-même avait du poids. Teresa était près de la porte de la chambre. Quand elle m'a vu arriver, elle m'a fait un signe de la tête que j'ai interprété comme un « viens ». Je suis entré dans la chambre. Ramona était dans son lit, exactement comme je l'avais laissé des heures auparavant, avec l'objet sur la poitrine, entouré par la ligne au sol. Rien de visiblement différent. Mais l'objet sur sa poitrine avait changé de position, pas de manière dramatique. Juste quelques centimètres, un léger tournant, comme si quelqu'un l'avait déplacé avec précaution. Mais personne n'était entré dans la chambre depuis que j'étais parti, selon ce que m'a dit Teresa d'une voix très basse en s'approchant. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Sûr », a-t-elle dit. « Il y a toujours quelqu'un qui regarde. Personne n'est entré. » Et la ligne, Teresa a désigné du regard. J'ai regardé le sol. La ligne était intacte sur 3 côtés du lit. Sur le 4e côté, celui qui donnait sur la fenêtre, il y avait une interruption. Un petit arc, comme si quelque chose de la taille d'un pied avait reposé sur la ligne depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur du périmètre marqué par la ligne. Depuis l'endroit où se trouvait le corps. Je suis resté complètement immobile à regarder ça. « Qu'est-ce que ça signifie ?» ai-je demandé.
Teresa a mis du temps à répondre. Que Ramona est encore là, dit-elle. Ou quelque chose de Ramona, qu'elle n'a pas fini de partir. Et que fait-on? Teresa me regarda. Il y a une personne dans le village qui sait faire ce qu'il faut faire dans ce cas, dit-elle. Mais cette personne était Ramona. Le silence qui suivit cette phrase dura plusieurs secondes. Il n'y a personne d'autre. Il y a une femme dans un village à 40 kilomètres, dit Teresa. Mais je ne sais pas si elle arrivera à temps. À temps pourquoi? La deuxième nuit est toujours critique, dit Teresa. Si quelque chose ne part pas après la deuxième nuit, ça reste. Et quelque chose qui reste sans vouloir rester peut faire du mal sans vouloir le faire. Ils ont envoyé chercher la femme du village des 40 kilomètres. Elle est arrivée à l'aube, une dame d'environ 70 ans qu'on appelait simplement la tante, avec un sac en cuir rempli de choses qu'elle ne m'a pas montrées et que je n'ai pas demandé ce que c'était. Elle est entrée dans la chambre, a demandé à tout le monde de sortir et a fermé la porte. Nous avons attendu dehors pendant presque 1 heure. Quand la tante est sortie, elle avait une expression de fatigue profonde, du genre qui n'est pas due à une nuit blanche, mais à quelque chose de plus exigeant. « C'est bon », a-t-elle dit. Ramona est partie en paix. Personne n'a demandé les détails, moi non plus. Mais avant que la tante ne parte, tandis qu'elle attendait dehors avec son sac en cuir, je me suis approché pour lui parler. Je ne sais pas exactement pourquoi. Quelque chose dans cette femme, dans sa manière de se déplacer et de parler, me générait le même type de respect que me génèrent les médecins avec des décennies d'expérience clinique. Quelqu'un qui a tant vu qu'il n'a plus besoin de le prouver. Je lui ai demandé ce qui s'était passé exactement. Tante me regarda un moment avant de répondre. Puis elle dit quelque chose que j'ai pensé maintes fois depuis. Ramona a passé sa vie à travailler à la frontière entre ce côté et l'autre. Et quand on travaille à cette frontière, une partie de soi apprend à être des deux côtés en même temps. Quand Ramona est morte, cette partie ne voulait pas lâcher prise. Pas par méchanceté, juste par habitude. Il fallait la convaincre que ce n'était plus nécessaire. Et comment convainquons cela? Avec respect, dit tante, avec les mots justes, et en lui rappelant qu'il y a plus de l'autre côté qu'ici. Elle est partie avant que je puisse lui poser d'autres questions. J'ai terminé mon année à Paso Oscuro en juillet, comme prévu. Je n'ai pas demandé de prolongation, je n'ai pas demandé de transfert anticipé. J'ai vécu les 12 mois complets et je suis parti quand il le fallait. Cette année-là, j'ai appris des choses qui ne se trouvent dans aucun livre de médecine et que je ne pourrais pas expliquer en des termes qui satisferaient un collègue de Buenos Aires. J'ai appris qu'il existe des façons de mourir qui nécessitent plus de soins que d'autres. J'ai appris que les connaissances de Teresa sur le corps incluaient des dimensions que je n'avais pas étudiées. J'ai appris que certaines coutumes qui, au départ, me semblaient être de la superstition s'avéraient avoir une fonctionnalité que je ne pouvais pas ignorer après ce que j'avais vu. Mais il y a une chose en particulier que j'ai rapportée de Paso Oscuro et que je ne peux pas secouer. La nuit après que la tante ait fait ce qu'elle a fait dans la chambre de Ramona, je suis rentré chez moi alors que le jour commençait à se lever. J'étais épuisé d'une manière qui n'était pas seulement physique. Je me suis assis dans le jardin arrière pour regarder le champ qui s'éclairait avec la lumière du matin, et j'ai eu la sensation que quelqu'un se tenait derrière moi. C'est étrange, mais je comprends ce que tu ressens. Parfois, on a l'impression d'être observé même quand on est seul. C'est comme si notre instinct nous avertissait de quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir. Peut-être que c'est juste notre esprit qui joue des tours, mais cela ne rend pas l'expérience moins troublante. Ramona vous respectait, docteur. Elle disait que vous étiez de ceux qui savent écouter même s'ils ne comprennent pas. Que c'est rare. Pensez-vous que c'était Ramona ce que j'ai ressenti? Teresa réfléchit avant de répondre. Je pense que Ramona est bien partie, a-t-il dit. La tante a bien fait. Mais parfois, avant de partir complètement, ceux qui s'en vont passent un moment par les lieux et les personnes qui leur ont importé. Juste pour dire au revoir. Je ne sais pas si je peux croire cela. Je suis médecin, je suis une personne de formation scientifique. J'ai toutes les raisons du monde de chercher des explications rationnelles à chaque chose que j'expérimente. Et pourtant, il y a des choses que j'ai vécues à Paso Oscuro qui ne rentrent dans aucune explication qui me satisfasse complètement. Je suis venu dans ce village pour retrouver quelque chose que j'avais perdu pendant mes années d'urgence. La capacité de voir les patients comme des personnes complètes, comme des histoires complexes, pas seulement comme des symptômes. Et je l'ai retrouvé, bien que de manière que je n'attendais pas. Je suis aussi reparti avec quelque chose que je n'ai pas demandé, mais que je ne peux pas non plus rendre. La certitude, qui vient d'avoir été présent et d'avoir vu de mes propres yeux,
qu'il y a des choses à la frontière de la vie et de la mort que la médecine que j'ai étudiée ne couvre pas. Je ne sais pas exactement ce que sont ces choses. Mais maintenant, quand j'ai un patient qui est proche de la fin, je suis plus prudent, plus attentif, plus disposé à prendre au sérieux des choses que j'aurais auparavant écartées. Et quand quelqu'un me dit qu'il y a des morts qui ont besoin d'aide pour partir, cela ne me permet plus de sourire avec supériorité. Je hoche simplement la tête, parce que j'ai été dans la cour d'une maison à Corrientes au lever du soleil, et quelque chose m'a regardé avant de se dissoudre dans la lumière. Et cela, je ne l'oublie pas. Jusqu'ici le récit de Gabriel. Il m'a écrit qu'il continue à exercer la médecine, maintenant dans une clinique de province, loin des urgences de Buenos Aires qui l'ont épuisé. Il dit que Teresa et lui s'écrivent de temps en temps, et que le village reste le même, avec ses coutumes et ses morts bien pris en charge. Ce qui m'a le plus marqué dans son histoire, c'est cette idée que le respect pour ce que nous ne comprenons pas peut être plus utile que d'essayer d'expliquer tout. Parfois, la sagesse la plus ancienne a des raisons que la science n'a pas encore réussi à nommer. Si tu as une histoire qui vient de ta famille, de ton village, d'une tradition qui t'a toujours semblé plus réelle que ce que tu pouvais admettre, écris-moi, j'aimerais beaucoup la raconter. Bonne nuit et repose-toi bien. J'ai reçu ce récit d'une abonnée du Chili qui m'a demandé de l'appeler Andrea. Ce qu'elle m'a raconté s'est passé durant son enfance et l'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Si tu as grandi dans un petit village ou si tu as entendu des histoires de lutins ou de créatures du folklore local, fais-le moi savoir dans les commentaires ce qui se raconte dans ta région. J'adore connaître les légendes de différents endroits. Ce qu'Andrea a vécu à l'âge de 11 ans dans un village du sud du Chili lui a fait comprendre que certaines légendes ont des racines dans quelque chose de très réel. Voici son histoire. Je m'appelle Andrea et j'ai 34 ans. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 23 ans, mais je m'en souviens avec une clarté qui parfois me fait peur. Il y a des événements dans la vie qui s'enregistrent si profondément dans ta mémoire qu'ils ne s'estompent jamais, peu importe combien tu essaies. C'est l'un de ces événements. J'ai grandi dans un petit village de la région des Lacs, dans le sud du Chili. Je ne vais pas dire exactement lequel car j'ai encore de la famille là-bas et je préfère garder un peu de vie privée. C'était l'un de ces villages où tout le monde se connaît, où les maisons ont de grands jardins avec des arbres fruitiers, où les enfants jouent dans la rue sans peur et où les anciennes légendes sont encore racontées comme des vérités. Ma grand-mère maternelle, que nous appelions Mamie Rosa, vivait à la périphérie du village. Sa maison était ancienne, en bois, avec un large couloir qui entourait toute la construction. Derrière la maison, il y avait un grand terrain avec une forêt de myrtes qui s'étendait jusqu'où portait le regard. Enfant, cette forêt me semblait magique. Les arbres avaient des troncs couleur cannelle qui brillaient quand il pleuvait, et leurs branches s'entrelaçaient, formant une sorte de toit vert. Mamie Rosa était une femme spéciale. Elle avait des connaissances en herbes et en remèdes qu'elle avait appris de sa propre grand-mère. Les gens du village venaient la voir quand ils avaient une douleur que les médecins ne pouvaient pas guérir. Elle préparait des infusions, des cataplasmes, des pommades. Mais il y avait une autre chose que Mamie Rosa faisait, et dont elle ne parlait pas ouvertement. Elle protégeait les gens de choses qui n'étaient pas de ce monde. Quand j'avais 11 ans, mes parents ont dû voyager à Santiago pour le travail pendant 2 semaines. Ils ont décidé de me laisser avec Mamie Rosa. J'ai adoré l'idée. J'adorais ma grand-mère, et l'idée de passer 2 semaines chez elle, à explorer la forêt et à écouter ses histoires, m'excitait. Les premières nuits furent merveilleuses. Mamie Rosa me racontait des légendes avant de dormir. Des histoires de la pincoya, du troco, de la fiura, du caloche. Mais il y avait une créature dont elle parlait d'un ton différent, plus sérieux. L'Anchimalène. Et l'Anchimalène est un lutin espiègle, me disait-il. Il ressemble à un petit garçon, mais il n'est pas humain. Il aime jouer des tours aux gens, surtout aux enfants. Il peut changer de forme, devenir invisible, imiter des voix. Et si tu attires sa colère, il peut faire de très mauvaises choses. Comme quoi, demandai-je, avec cette fascination morbide que les enfants ont. Il peut te faire te perdre dans la forêt. Il peut te rendre malade. Il peut apporter de la malchance à ta famille. C'est pourquoi il faut le respecter. Ne jamais se moquer de lui. Et surtout, ne jamais le suivre si tu le vois. J'écoutais ces histoires comme si c'étaient des contes de fées, sans vraiment croire qu'elles étaient vraies. Jusqu'à la 5e nuit. C'était mardi.
Maman Rosa m'avait couché tôt parce que le lendemain, nous devions aller au village faire des courses. Ma chambre était au 2e étage de la maison, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin arrière et la forêt. J'aimais dormir avec les rideaux ouverts pour voir les étoiles. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je ne sais pas exactement ce qui m'a réveillé, mais tout à coup, j'étais complètement alerte, le cœur battant rapidement. La lune était pleine cette nuit-là, illuminant la cour d'une belle mais troublante lumière argentée. Et puis je l'ai vu. Il y avait un enfant dans la cour, debout juste au bord où l'herbe s'arrêtait et où la forêt commençait. Il semblait avoir mon âge, peut-être un peu moins. Il portait des vêtements étranges, comme anciens, et ses cheveux étaient très noirs et en désordre. Il était complètement immobile, regardant directement vers ma fenêtre. Ma première pensée a été que c'était un enfant du village qui s'était perdu. J'étais sur le point de réveiller Mamie Rosa quand l'enfant a souri. Ce n'était pas un sourire amical, c'était un sourire trop large, montrant trop de dents, un sourire qu'aucun enfant normal ne ferait. Puis il a levé une main et m'a fait signe de descendre. Le geste était clair. « Viens, suis-moi ». Quelque chose en moi criait de ne pas le faire. Je me suis rappelé les mots de Mamie Rosa. « Ne le suis jamais si tu le vois ». Mais comment pouvait-il être lui? Les Anchimalen n'étaient que des légendes, n'est-ce pas? Je me suis éloigné de la fenêtre et me suis caché sous les draps, le cœur battant si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Je suis resté ainsi pendant ce qui m'a semblé des heures, sans oser regarder à nouveau. Finalement, la fatigue m'a vaincu et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis convaincu que c'était un rêve très vivant, mais un rêve tout de même. Je n'ai rien dit à Mamie Rosa au petit déjeuner, mais cette nuit-là, cela s'est reproduit. Cette fois, je me suis réveillé exactement à 3 heures du matin. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur la table de nuit. Et il était là encore, l'enfant dans la cour, au même endroit, avec la même posture, les mêmes vêtements, comme s'il n'avait pas bougé depuis 24 heures. Cette fois, il n'a pas souri. Il m'a juste regardé fixement et a refait le geste. « Viens !» « Non !» ai-je chuchoté, bien que je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre. « Je ne vais pas y aller. » L'enfant a incliné la tête comme s'il était confus. Puis lentement, il a levé l'autre main et a pointé vers la forêt derrière lui. Le geste était clair. « Il y a quelque chose là-bas que je veux te montrer. » La curiosité est une chose dangereuse. Malgré la peur que je ressentais, une partie de moi voulait savoir ce qu'il y avait dans cette forêt qui était si important. Je voulais savoir qui était vraiment cet enfant. Mais je me rappelais à nouveau les avertissements de Mamie Rosa. Je me forçais à fermer les rideaux et je me mis au lit, me couvrant complètement avec les couvertures. Alors j'entendis quelque chose qui me glaça le sang. Une voix, claire comme du cristal, venant de l'extérieur de ma fenêtre. « Andrea, descends. Je dois te montrer quelque chose d'important. » C'était la voix de Mamie Rosa. Exactement son ton, sa cadence, sa façon de parler. Mais Mamie Rosa dormait dans sa chambre au 1er étage. Il était impossible qu'elle soit dehors. « Andrea, ma fille, j'ai besoin de ton aide. Descends maintenant. » Je savais que ce n'était pas elle. Ça ne pouvait pas être elle, mais l'imitation était parfaite. Même en m'appelant ma fille, comme elle le faisait toujours. Je me suis bouché les oreilles avec mes mains et j'ai commencé à prier le Notre Père. Quelque chose que Mamie Rosa m'avait appris à faire quand j'avais peur. Je l'ai récité encore et encore jusqu'à ce que la voix s'arrête. Quand j'ai enfin osé regarder à nouveau, la cour était vide. L'enfant était parti. Le lendemain matin, je suis descendu prendre le petit déjeuner avec de profondes cernes. Mamie Rosa m'a regardé avec inquiétude. « Tu n'as pas bien dormi, ma petite ?» J'ai hésité. Une partie de moi ne voulait pas l'inquiéter, mais une autre partie avait besoin de lui dire « Mamie Rosa, j'ai vu un enfant dans la cour, pendant les 2 dernières nuits, et hier soir, j'ai entendu ta voix m'appeler, mais je sais que ce n'était pas toi. » Le visage de Mamie Rosa est devenu pâle. Elle a laissé la tasse de thé qu'elle tenait sur la table avec des mains tremblantes. « Décris-moi l'enfant. » Je lui ai tout raconté, son apparence, son sourire étrange, comment il me faisait signe de le suivre, la voix imitant la sienne. Quand j'ai fini, Mamie Rosa est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle s'est levée et est allée dans sa chambre. Elle est revenue avec un petit sac en tissu rouge qui sentait les herbes. « C'est pour te protéger. Emporte-le toujours avec toi, même quand tu dors. Mets-le sous ton oreiller. » « C'est lui, n'est-ce pas? Le Anchimalen? » « Oui, ma petite.
et il a posé ses yeux sur toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Parfois, ces créatures choisissent simplement quelqu'un, surtout des enfants. Ils aiment jouer et pour eux, nous sommes des jouets. La peur devait se refléter sur mon visage car Mamie Rosa m'a serré fort dans ses bras. Il ne te fera pas de mal tant que tu es dans cette maison. J'ai protégé cette propriété pendant des années. Mais tu ne peux pas le suivre. Peu importe ce qu'il te dit, ce qu'il te promet, quelle voie il utilise. Si tu le suis dans la forêt, tu ne reviendras pas. Que sont devenus les enfants qui l'ont suivi? Mamie Rosa n'a pas répondu directement. Il y a eu des cas, il y a de nombreuses années, des enfants qui se sont perdus dans la forêt et n'ont jamais été retrouvés, ou qui sont revenus, changés. Ils n'étaient plus les mêmes, comme si quelque chose en eux s'était brisé. Cette nuit-là, j'ai suivi les instructions de Mamie Rosa à la lettre. J'ai mis le petit sachet sous mon oreiller, j'ai prié avant de dormir, j'ai gardé les rideaux fermés. Je me sentais plus en sécurité mais j'avais encore peur. Je me suis réveillé à 3 heures du matin précise. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension que je n'avais pas ressentie les nuits précédentes. Malgré les rideaux fermés, je pouvais sentir que quelque chose était dehors. Puis j'ai entendu des coups à la fenêtre. Tap, tap, tap. Doux au début, puis plus insistant. Andrea. Cette fois, la voix était différente. C'était la voix de ma mère. Andrea, mon amour, ouvre la fenêtre. Maman est là. Mes parents étaient à Santiago. C'était impossible. Andrea, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides. Ton papa a eu un accident. J'ai besoin que tu viennes avec moi maintenant. La terreur m'a paralysé. Même en sachant que cela ne pouvait pas être ma mère, l'idée que quelque chose soit arrivé à mon père me faisait vouloir ouvrir cette fenêtre. Andrea, si tu m'aimes, ouvre cette fenêtre tout de suite. Il y avait de la colère dans sa voix maintenant. Une rage qui commençait à filtrer à travers l'imitation parfaite. Je me suis accroché au sachet d'herbe de Mamie Rosa, et j'ai prié de toutes mes forces. Les coups à la fenêtre sont devenus violents. Ce n'était plus des tap tap tap, mais bang bang bang, comme si quelqu'un frappait le verre avec ses poings. La fenêtre tremblait à chaque coup. J'étais sûr qu'elle allait se briser. Ouvre cette fenêtre. La voix ne sonnait plus comme celle de ma mère. C'était quelque chose de guttural, inhumain, plein de fureur. Ouvre maintenant! J'ai crié. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai crié aussi fort que je pouvais. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas courir dans les escaliers. Mamie Rosa est entrée dans ma chambre avec une bougie allumée dans une main et un crucifix dans l'autre. Elle n'a pas ouvert les rideaux. Au lieu de cela, elle s'est tenue devant la fenêtre et a commencé à prier à voix haute. Ce n'était pas une prière normale. C'était quelque chose d'ancien, dans une langue que je ne reconnaissais pas. Latin peut-être, ou quelque chose de plus ancien. Les coups ont continué pendant toute la prière. Puis, abruptement, ils se sont arrêtés. Le silence qui a suivi était presque aussi terrifiant que le bruit. Mamie Rosa a attendu 5 minutes complètes avant d'ouvrir les rideaux avec précaution. La cour était vide. Mais sur le verre de la fenêtre, il y avait des marques, des empreintes de petites mains, comme celles d'un enfant. Mais les doigts étaient de trop longs, les ongles trop pointus. « Ça devient plus agressif », murmura Mamie Rosa. « Ce n'est pas bon. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Mamie Rosa, blottie dans son lit pendant qu'elle restait éveillée à surveiller. Je n'osais pas demander ce qui se passerait si l'Anchimalaine parvenait à entrer. Le lendemain, Mamie Rosa fit quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle prit du gros sel et traça une ligne autour de toute la maison. Puis elle accrocha des bouquets d'herbes à chaque fenêtre et porte. Pendant qu'elle travaillait, elle murmurait constamment des prières. « Est-ce que ça va le garder dehors ?» demandai-je. « Ça va aider, mais ces créatures sont persistantes. Une fois qu'elles choisissent quelqu'un, elles ne renoncent pas facilement. Combien de temps cela va-t-il durer ? Je ne sais pas, ma fille. Parfois, elles se fatiguent et cherchent quelqu'un d'autre. Parfois, elles restent. L'idée que cette chose me poursuive le reste de ma vie me terrifiait. Les nuits suivantes furent une torture. L'Anchimalaine revenait chaque nuit à 3 heures du matin précise. Il essayait différentes voies, celles de ma mère, de mon père, de mes amis de l'école, même des enseignants. Une nuit, il utilisa la voix de ma meilleure amie Camilla, pleurant et disant qu'elle était perdue dans les bois et avait besoin d'aide. C'était peut-être la plus difficile à ignorer, mais je n'ai jamais ouvert cette fenêtre. Je ne suis jamais descendu dans la cour. Je m'accrochais au petit sac de Mamie Rosa et je priais jusqu'à ce que le soleil se lève. Le 7e jour, quelque chose a changé. Cette nuit-là, quand je me suis réveillé à 3 heures du matin,
Je n'ai pas entendu de coups à la fenêtre. Je n'ai pas entendu de voix. Il n'y avait que du silence. J'ai osé regarder par la fente des rideaux. L'enfant était là, mais cette fois, il n'était pas debout au même endroit. Il était plus près de la maison, presque directement sous ma fenêtre. Et il n'était pas seul. Il y avait d'autres figures avec lui. Petites, d'environ sa taille. 5, 6, peut-être 7. Toutes vêtues de vêtements anciens et étranges. Toutes regardant vers ma fenêtre. Et toutes avaient le même sourire trop large. L'enfant original, du moins celui que je supposais être l'original, leva à nouveau la main. Mais cette fois, il ne me fit pas signe de descendre. Il pointa simplement les autres figures, puis lui-même, et ensuite la forêt. Le message était clair. Regarde combien nous sommes. Regarde combien nous avons amené dans la forêt. Je me suis éloigné de la fenêtre, me sentant nauséeux. Étaient-ce ces autres enfants que j'avais suivis au Hanchimalen? Les enfants perdus dont Mamie Rosa avait parlé? Le matin suivant, j'ai raconté à Mamie Rosa ce que j'avais vu. Son expression devint grave. Il essaie de t'intimider, de te faire sentir que tu n'as d'autre choix que de céder. Mais tant que tu restes fort, tant que tu restes à l'intérieur de la maison et des protections, il ne peut pas te toucher. Quand va-t-il partir? Tes parents reviennent dans 4 jours. Quand tu partiras d'ici, je perdrai probablement de l'intérêt. Ils suivent rarement quelqu'un en dehors de leur territoire. Ces 4 jours ont été les plus longs de ma vie. Chaque nuit, l'Hanchimalen et ses compagnons apparaissaient, parfois dans la cour, parfois plus près. Une nuit, je les ai vus collés contre les fenêtres du premier étage, regardant à l'intérieur avec leur visage pressé contre le verre. Mamie Rosa a dû brûler des herbes spéciales pour les éloigner. Mais ils n'ont jamais réussi à entrer. Les protections de Mamie Rosa ont fonctionné. Finalement, mes parents sont revenus. Quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils ne m'ont pas complètement cru. Ils ont pensé que j'avais fait des cauchemars, que mon imagination s'était déchaînée avec les histoires de Mamie Rosa. Mais Mamie Rosa leur a montré les marques sur les fenêtres, les bougies consumées, l'état d'épuisement dans lequel nous étions toutes les deux. Quelque chose sur son visage leur a fait croire, même s'ils ne le voulaient pas. Je ne suis jamais retourné seul chez Mamie Rosa. Quand je lui rendais visite, c'était toujours avec mes parents, et jamais la nuit. Mamie Rosa est morte quand j'avais 18 ans. Dans son testament, elle a laissé la maison à ma mère, mais avec une condition. Elle devait être protégée avec les mêmes bénédictions et rituels qu'elle avait utilisés. Ma mère, qui avait alors commencé à croire davantage en ces choses, a respecté ses souhaits. Elle a engagé une femme du village qui connaissait les rituels pour les effectuer régulièrement. Maintenant, j'ai 34 ans. Je me suis installé à Santiago il y a une décennie et j'ai construit une vie complètement différente. Mais je n'ai jamais oublié ces 2 semaines dans la maison de Mamie Rosa. Et bien que j'essaie de me convaincre que c'était il y a longtemps, que je suis en sécurité maintenant, il y a des signes qui me font douter. Parfois, lorsque je rends visite à ma famille dans le sud, quand je passe près de ce village, je sens une présence. Comme si quelque chose m'observait depuis les forêts. Et dans mes rêves, je vois parfois cet enfant, debout dans une forêt sombre, souriant avec ce sourire trop large, faisant des signes pour que je m'approche. Je ne le fais jamais, même pas dans mes rêves. Mais je sais qu'il est toujours là, en attendant, patient d'une manière que seules les créatures anciennes peuvent être patientes. Et je me demande si un jour, quand je serai vieille et que ma volonté sera faible, je le suivrai enfin dans cette forêt. J'espère que non. J'espère que les protections de Mamie Rosa me garderont en sécurité même après sa mort. Mais dans les nuits sombres, quand le vent souffle fort et que j'entends des bruits étranges dehors de ma fenêtre, je ne suis pas complètement sûr. Le folklore existe pour une raison. Les légendes se racontent parce qu'elles portent des vérités que nous avons oubliées ou que nous préférons ne pas nous rappeler. L'Hanchimalen est réel. Les forêts anciennes ont des secrets. Et certaines choses qui semblent être des enfants ne le sont définitivement pas. Mon conseil à quiconque lit ceci, si jamais tu vois un enfant étrange dans un endroit où il ne devrait pas y avoir d'enfant, si tu entends des voix familières t'appelant depuis des endroits impossibles, si quelque chose te fait signe de le suivre dans la forêt, ne le fais pas. Ferme la porte, ferme la fenêtre, prie si tu sais comment, et ne regarde pas en arrière, car une fois que l'Hanchimalen pose ses yeux sur toi, il ne te laisse jamais vraiment partir. Il attend juste, et attend, et attend. Ainsi se termine le témoignage d'Andrea. Elle m'a écrit qu'elle vit encore avec la peur qu'un jour cette créature essaie de l'emporter à nouveau. Si tu connais des légendes similaires de ta région ou si tu as eu des rencontres avec des créatures du folklore local, partage-le dans les commentaires.
De nombreuses cultures ont des histoires de lutins ou d'esprits qui emportent des enfants, et je me demande toujours combien de ces histoires sont basées sur des expériences réelles. Merci d'avoir écouté. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, et souviens-toi, toutes les légendes ne sont pas que des contes. Repose-toi bien, et garde tes fenêtres bien fermées.